Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Voilà, en introduction de cette seconde table ronde, ce qui nous meut, on a un deuxième intervenant du programme doctoral Sacre qui est là cette fois, qui est Maël Bailly, que je remercie très chaleureusement. Et qui va nous dire quelques mots à la fois sur la pièce musicale qu'on va entendre et puis peut-être aussi plus largement sur son projet de recherche-création qui est absolument passionnant, je trouve. Merci. Alors, je vais m'asseoir, comme ça, je peux regarder. Si tu me fais un petit signe à 15 minutes, c'est bien, pour que je ne dépasse pas. Voilà, je m'appelle Maël Bailly et je vais vous dire quelques mots du projet, de la démarche dans laquelle s'inscrit la pièce pour guitare et alto qu'on va écouter ensemble. Donc, cette démarche consiste à faire l'expérience d'écrire pour des événements de la vie sociale des classes populaires. C'est-à-dire, trouver des moments, des lieux et une fonctionnalité à laquelle l'invention musicale va se colorer, va s'inspirer, va essayer de s'inclure. Alors, c'est une démarche qui est en rupture avec une valeur importante dans la musique écrite. Qui est celle selon laquelle l'événement du concert, c'est un événement en soi qui a sa finalité, qui n'a à se soumettre à rien d'autre d'extérieur, où la musique se suffit à elle-même. Donc je vais commencer par expliquer pourquoi il m'a apparu nécessaire de faire cette rupture. Ensuite, je vais dire un petit mot sur l'événement particulier pour lequel cette pièce a été écrite. Et je finirai par dire à quelle réalité cette démarche se confronte depuis que je la mène. Donc voilà, la raison qui m'a conduit à écrire pour autre chose que pour des concerts de musique contemporaine, c'est le constat qui est difficilement évitable que la musique contemporaine est dans une situation d'isolement social et avec un rapport d'étanchéité avec le monde qui l'entoure qui est frappant. En plus d'être pas très agréable à vivre, cet isolement, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir quelque chose d'asphyxiant esthétiquement, qu'il a des conséquences sur la musique qu'on joue. Et je remarque que quand je suis à ma table de travail et que je cherche quelle musique écrire, je me représente pour m'aider le moment, l'événement, le concert dans lequel cette musique va être interprétée. Et donc, en général, je le sais très précisément, la date, le lieu et aussi très souvent qui va écouter. Parce que c'est assez confidentiel comme monde. Et donc voilà, cette présence de cet événement au moment de l'invention, ça me fait penser que cet événement, c'est un événement qui n'a pas d'autre enjeu que de faire entendre la musique, mais qui n'est pas pour autant neutre. Et qui détermine quelque chose parce qu'il induit une façon d'écouter, une certaine sociologie, un sens donné à cette écoute, un rituel et aussi des attentes esthétiques que des auditeurs de musique contemporaine peuvent avoir en allant au concert. Et donc, ce chemin un peu balisé par lequel la musique va aux auditeurs, c'est-à-dire comment elle s'adresse, elle a une incidence sur l'invention. Et je remarque que, à qui on s'adresse, ça marque qu'est-ce qu'on choisit de dire. Et je remarque que cette question de l'adresse... qui me paraît importante, on n'a aucune prise sur elle quand on écrit de la musique. En général, elle est entièrement prise en charge par les commanditaires.
c'est un ensemble spécialisé ou un festival qui décide voilà, où va être jouée notre musique, pour qui, et quel sens ça a de jouer notre musique en accompagnant ça d'un discours, d'une démarche sur lequel, qui est déterminé avant même qu'on ait commencé à imaginer pour quelle musique on joue. Et ça, il me semble que ce rapport de la musique contemporaine à la société, c'est un sujet qui nous concerne trop et qui est bien trop sensible pour que les compositeurs et les compositrices, on s'en empare pas. Et pour éprouver la sensibilité de ce sujet, faut parler de la crise de sens extrêmement aiguë qui saisit celles et ceux qui sont engagés dans cette musique. Parce que moi, ce qui me frappe dans ce que je vis par rapport à ce que pouvaient vivre mes professeurs ou les professeurs de nos professeurs, c'est que voilà, la confiance très vive, la haute nécessité de l'existence de la musique contemporaine pour toute une série de générations de compositeurs depuis l'après-guerre, elle s'exprimait avec ferveur, avec aplomb, et voilà le sentiment que se jouait dans la musique contemporaine quelque chose de très important pour l'histoire de l'art et voire pour l'histoire de l'humanité, elle s'est complètement évaporée. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est une fébrilité, c'est un doute et c'est un sentiment d'insignifiance quand on écrit de la musique, voilà, que je ressens, mais qui est ressenti collectivement en tout cas par tous ceux, mes camarades avec qui je peux m'entretenir. Alors, je vais un petit peu décortiquer pendant quelques instants ce sentiment d'insignifiance, ce qui me paraît intéressant. Voilà, et on est ainsi. Je vais le décortiquer en essayant d'en sortir ses référentiels. C'est vrai, le sentiment d'insignifiance en général, c'est par rapport à un certain sens, c'est souvent se comparer. Bon, voilà, faire une fausse note, ça peut être insignifiant comme très grave selon le contexte et selon voilà, toute une sorte de choses. Alors, la musique contemporaine, elle a déjà une insignifiance économique absolument étonnante par rapport aux arts visuels qui ont développé un marché propre qui brasse des milliards d'euros. Voilà, la musique contemporaine a une incapacité étonnante à devenir une marchandise qui est quand même notable et qui est quand même voilà, très impressionnante. Donc voilà, économiquement, on est absolument insignifiant. On est aussi culturellement, on a une certaine insignifiance si on se compare à la musique classique qui, elle non plus, génère pas ou très peu de marchandises, qui coûtent plus qu'elles ne rapportent, mais qui pourtant a une certaine autorité, a des institutions dédiées dans toutes les grandes villes et tout ça. Et parce qu'elle parvient, enfin voilà, c'est une interprétation, à accomplir un miracle politique qui est d'associer un caractère classant à quelque chose de fusionnant. Voilà, la musique classique, c'est une pratique sociale distinctive de la bourgeoisie. Voilà, si vous allez dans un conseil municipal d'une ville moyenne et qu'il est sujet du conservatoire, vous entendrez que le conservatoire, c'est très important parce que ça permet d'attirer des cadres dans cette ville. Et voilà, un représentant de la bourgeoisie très important qui s'appelle Bernard Arnault, voilà, il se produit en tant que pianiste classique, par exemple à la Philharmonie Moscou, invité par voilà, et puis il n'y a pas très longtemps, en 2017. Donc voilà, ça marque la bourgeoisie. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la fusion, de la régénération sociale. C'est quand vous lisez les dépliants des institutions culturelles, voilà, c'est non seulement quelque chose qui apporte le beau, mais qui apporte aussi le bien, l'éthique, la démocratie. Et c'est vrai que la manière dont la musique classique circule est emparée par des choses qui ont des pratiques musicales qui n'ont rien à voir avec les pratiques bourgeoises. Bon, ça nomme ce miracle-là. Et nous, la musique contemporaine, qui avons une filiation artistique
Comment dire, artisanale. On écrit de la musique de la même manière que Beethoven ou que Mozart, mais voilà, on a beau essayer toutes les formules, on n'a pas, on n'a pas cette capacité à fédérer et à classer en même temps. Et aussi, il y a une insignifiance politique par rapport aux musiques populaires enregistrées. Dans le sens où, voilà, quand on regarde les chiffres assez étourdissants de la diffusion de ces musiques, nous, notre confidentialité, le fait que, voilà, elle intéresse très 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 peu de monde, ça nous donne une forme d'impuissance politique qui est douloureuse. Et d'ailleurs, il y a toute une, il y a eu tout un changement de rapport à ces musiques populaires dans la musique contemporaine où il y a une traduction de se poser en adversité ou en mépris. Alors, adversité, c'est Théodore Adorno, mépris, c'est Pierre Boulez, Bruno Mantovani, enfin voilà, des gens qui ont écrit des choses des fois assez bêtes sur la musique populaire, malgré leur intelligence parfois. Bon. Et maintenant, bon, notre rapport à cette musique, c'est plutôt un rapport d'embarras. Voilà, ça nous renvoie à notre propre, comment dire, à l'absence de prise sur le monde, voilà, qu'on peut avoir par rapport à d'autres artistes. Et donc voilà, ce problème de cet isolement, bon, je pense qu'on ne peut pas le résoudre avec des moyens musicaux. Je pense que c'est un problème de qu'est-ce que c'est que notre société et que pour ça, il faudra bien des choses pour la changer, autre que de composer de la musique. Mais voilà, cette démarche d'écrire pour des événements particuliers, c'est un essai de la contourner, de contourner ce problème et de se dire peut-être qu'en faisant ce détour, on va trouver quelque chose musicalement qu'on n'aurait pas trouvé sans. Alors, il a cette démarche a un anti-modèle qui est mon expérience de compositeur-médiateur, qui est un peu paradoxal parce que c'est une activité qui m'a enrichi musicalement et que j'ai aimé faire, mais dans lequel comment dire, il y a quelques endroits de dissonance. Alors bon, tous les artistes connaissent ça, d'être artiste médiateur, d'avoir un peu ce rôle social, de faire un lien entre, de restaurer un lien qui s'est perdu quelque part entre les classes populaires et l'art ou entre les classes populaires et le centre-ville. Et moi, voilà, ça a été faire des œuvres qui réunissent musiciens amateurs, musiciens professionnels, musiciens très débutants, écoliers des quartiers populaires, et de faire des œuvres musicales à partir de ça. Et alors, ça me pose un peu deux problèmes. C'est que souvent, il y a un sous-texte politique qui est celui de la réconciliation, de la paix sociale, de la régénérescence, voilà, par l'art, de fêter l'unité, une unité sociale avec laquelle, bon, moi je pense qu'il n'existe pas et que je pense qui est un peu mensongère, hein, souvent. Donc voilà, ça me posait un peu ces problèmes-là, et aussi souvent ça lie l'expérience artistique avec une expérience d'apprentissage. Et c'est sûr que la musique, ça permet d'apprendre, c'est indéniable, et puis apprendre, c'est nécessaire dans la vie. Mais il me semble qu'une expérience artistique, la confrontation à une œuvre, ce qu'on peut échanger en participant ou en faisant à un œuvre, ben, c'est quelque chose d'autre que l'expérience d'apprentissage. Et donc, voilà, j'ai un peu imaginé cette expérience où justement on n'essaye pas d'accueillir les classes populaires dans l'art, mais on essaye de se faire accueillir. Et on cherche comme ça des interstices dans la vie sociale, y compris des fois dans une vie sociale très confidentielle, où la musique, l'invention musicale n'a pas trop, existe pas, mais où elle pourrait s'inviter et où elle pourrait s'enrichir. Donc voilà, c'est plutôt une démarche où on n'apporte pas d'aide par l'art, mais on en demande. Et ça change un petit peu les choses. Et voilà, donc un exemple de cette expérience, c'est la pièce qu'on va vous montrer. Alors je vais vous parler un petit peu voilà, du contexte dans lequel
elle aurait dû, où elle était prévue. Donc c'est pour accueillir dans la liberté un jeune homme qui a eu une peine de prison de quelques années. Et voilà, c'est un événement qui m'a été suggéré par une amie avec qui d'ailleurs j'avais partagé une expérience voisine de la médiation musicale. Voilà. Et donc l'idée c'était de faire une musique pour ce moment qui marquerait la fin d'une peine. Et donc, voilà, l'enjeu, c'était de trouver quelque chose de juste dans ce moment et dans le caractère de ce moment tel que je l'imaginais, donc qui était assez confidentiel, assez intime, voilà, avec la famille très proche, quelques amis, et qui devait se placer un peu sur le fil entre le soulagement, une forme de joie, une forme de tristesse, et voilà, la fin d'une épreuve. Alors je me suis rendu compte dans l'écriture que ça me... Enfin, c'était quand même assez similaire. Enfin, il y a beaucoup de préoccupations que j'avais quand j'écrivais une pièce pour un concert qui étaient présentes, mais ça m'a libéré de quelque chose qui est... moi, dans les concerts, je me suis rendu compte à cette occasion que, vu que c'est des moments un peu sérieux, qui ont une gravité, voilà, je me sentais souvent obligé de mettre un costume qui était celui un peu du joyeux tourbillon, enfin de faire quelque chose d'un peu plus rieur que l'ambiance des concerts un peu trop sérieux à mon goût. Et donc voilà, dans ce contexte-là, par exemple, cette nécessité s'est complètement évaporée. Et donc voilà, c'est un déplacement que j'ai trouvé intéressant. Et puis alors voilà, pour terminer, avant de laisser la place à mes camarades, voilà, je vais parler un peu du fait que, donc, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, vous voyez, donc c'est la première fois qu'on va donner cette pièce. Et on n'est pas dans le contexte de partager un moment avec un jeune homme qui retrouve dans la liberté. En fait, on est dans un contexte qui est très très proche de celui du concert contemporain, avec de la lumière, avec un public, avec un discours d'explication au début. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'advient pas. Et donc voilà, ça m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire pour des moments qui n'adviennent pas, mais qu'on imagine? Alors, voilà, une piste, c'est que peut-être que la musique a cette capacité d'habiter un écart entre la société qu'on connaît et la société à laquelle on aspire, et que, voilà, dans cet écart enfin, qui est très grand, il y a comment dire, il y a quelque chose à habiter, justement. Et l'autre, pour vous dire que c'est une démarche plus collective que ce que je vous présente. Comment dire, voilà, parce que c'est des préoccupations qui sont présentes dans ma génération de musiciens, que ce soit chez les compositeurs et chez les interprètes, et je la partage, notamment parce que je vous dis ça parce que il y a eu d'évoquer les terrasses solidaires à Briançon dans le dernier débat, et qu'il se trouve qu'on y était cet été. Et que les musiciens que vous allez voir et moi, on y a fait un concert, et puis d'autres musiciens avec lesquels on écrit un journal qui s'appelle La Crécelle, qui est merveilleux, qu'il faut aller absolument, auquel il faut s'abonner. Bon, voilà. Et donc, voilà, on s'est retrouvés à faire un concert au théâtre, aux terrasses solidaires pour les réfugiés et pour les bénévoles qui étaient là-bas, et à jouer une musique qu'on n'aurait pas pu jouer et qu'on n'aurait même pas osé jouer dans un autre contexte, et certainement pas dans celui-là. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce problème, il peut être abordé de plein de façons. Et voilà, on peut accueillir Violaine et Rémi, donc pour ce moment. Merci beaucoup à tous les
3. Et comme on est un petit peu en retard, je vous propose que on enchaîne tout de suite sur la table ronde et puis que Maëlle peut-être nous rejoigne à la fin de la table ronde pour la discussion avec le public. Du coup, je te ramasse tes feuilles. Et voilà, j'accueille Joseph Confavreux, que je suis très heureuse d'accueillir ici, qui va modérer cette deuxième table ronde. Merci beaucoup, Joseph. Et puis, sans plus tarder, Koubra Academy, Sophie Vanish, Clément Schneider, que je ne vois pas, qui arrive, et Philippe de Joncker, qui est là. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comme effectivement, ce qui nous arrive, c'est pas seulement les distinctions entre Deleuze et Badiou, mais c'est aussi le fait qu'on doit rendre à 18h30 absolument cette salle. Je vais vous présenter sans transition les invités de cette seconde table ronde intitulée « Ce qui nous meut ». À mes côtés, Koubra Academy, vous êtes artiste, plasticienne, performeuse, vous êtes née en Afghanistan, vous avez étudié aux Beaux-Arts de Kaboul avant de partir à Lahore au Pakistan, et c'est après l'exécution d'une de vos performances dans les rues de Kaboul, connue sous le nom de Armor en 2015, que vous avez été obligé de vous exiler en France, où vous avez finalement, après avoir été longtemps réfugié, obtenu la nationalité française. À vos côtés, Philippe de Joncker, bonjour également. Vous êtes écrivain, photographe, désormais réalisateur. Vous êtes aussi, il faut bien le dire, informaticien. Vous êtes un peu un multimédia à vous tout seul. Hein. Si on regarde votre site qui s'appelle www.desordre.net, dont je laisserai le public voir s'il porte bien son nom, parce qu'il comporte effectivement beaucoup de choses, mais finalement c'est assez bien rangé, il me semble. Parmi vos livres récents, on peut citer Le rapport sexuel n'existe plus, qui est à la fois un roman d'amour et de rupture qui aborde le thème rarement abordé de l'andropause, qui va concerner beaucoup d'entre nous, et un livre qui s'intitule aussi Je ne me souviens plus, qui est sur un ton à la fois drôle et tragique, raconte notamment le suicide de votre frère. Mais là, on va peut-être se concentrer sur à la fois votre récit intitulé Raffut, parce qu'il fait écho au film que vous avez aussi tourné sur ou avec, je ne sais pas comment il faut dire, votre fils handicapé, qui s'intitule Un café allongé à dormir debout. À vos côtés, Clément Schneider, bonjour également, cinéaste. Vous avez notamment réalisé 2 films qu'on va évoquer ce soir. Un violent désir de bonheur qui devrait plaire à l'historienne qui est à côté de vous, puisqu'il parle de la Révolution française, mais pas depuis son centre, en faisant un pas de côté à la fois géographique et peut-être chronologique. Et vous avez aussi récemment tourné un court-métrage qui s'intitule Le soulèvement de l'homme ordinaire, une tentative de résurrection de Thomas Müntzer, donc l'artisan d'une réforme radicale, un des chefs religieux de la guerre des paysans qui a eu lieu dans le Saint-Empire romain germanique au début du XVIe siècle. Et enfin, Sophie Vanish, historienne, toujours directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française, mais surtout de ses résonances, enfin aussi de ses résonances actuelles, qui intervient souvent dans les débats publics. Je ne vais pas citer tous vos livres, parce qu'ils sont nombreux, Sophie, et je vais vous voyez alors que d'habitude on se tutoie, mais bon, c'est pas grave. Vous l'aurez compris, on va nous aussi dans cette deuxième table ronde parler à partir de pratiques et de démarches qui sont assez différentes, mais néanmoins j'aimerais quand même un peu vous poser à chacun 2-3 questions similaires. L'avantage de cette deuxième table ronde, c'est de ce qui nous meut, on peut l'entendre de différentes manières, ce qui nous fait nous mouvoir, ce qui nous fait nous émouvoir, voire ce qui nous mène vers des formes d'émeute, pourquoi pas. Ce serait comment vous l'entendez et c'est quoi le terme qui vous intéresserait le plus, chacun d'entre vous? Je commence dans ce sens-là, Sophie Vanish. Ils sont indissociables, donc il n'y en a pas un que je vais choisir plutôt que l'autre, mais essayer plutôt de considérer que c'est parce que l'être humain est doué d'émotions qu'il peut effectivement, en tant qu'être tragique qui a un devenir politique, se mettre en émeute. Et donc il y a évidemment un lien très fort entre l'idée d'émotion et émotion populaire, qui était le mot pour émeute jusqu'à très tard, jusqu'au XVIIIe siècle, et cette question de la capacité à ressentir et donc à avoir une faculté de juger des situations. Voilà. Clément Schneider, même question. Moi, je crois que je choisirais
Alors, pour pas faire la même réponse que Sophie, qui l'a très bien dit, je vais dire mouvoir, mais peut-être par affinité avec le médium qui est le mien, ou qui est motion picture, donc c'est ce qui bouge. Et parce que précisément, de toute façon, il n'y a pas de film sans émotion possible, et ça doit aussi abattre immédiatement cette distinction sans fondement, documentaire, fiction, puisque précisément il y a un point de jonction évident entre les deux qui est celui-là. Voilà, et parce que la question de se mettre en mouvement, qu'est-ce qui fait que l'on décide de se mouvoir dans tous les sens du terme, évidemment, physiquement, géographiquement, socialement, politiquement, esthétiquement, me semble être peut-être un peu égoïstement une question qui me travaille moi, et j'ai l'impression qu'en tout cas elle est présente dans les films. Voilà. Oui, ça c'est sûr, on le verra tout à l'heure. Philippe de Joncker. Alors, quant à moi, j'avais été marqué par l'énoncé « ce qui nous émeut ». Parce que comme je suis dyslexique, des fois je lis les trucs de travers. Donc depuis quelques jours, je prépare quelque chose sur ce qui nous émeut, et donc je suis un peu sec pour ce qui m'émeut. J'ai la chance ou la malédiction, ou les deux à la fois, d'avoir un fils neurodivergent qui s'est en plus récemment radicalisé dans cette neurodivergence. Et ça m'émeut beaucoup, en fait. Et ça me déplace beaucoup, donc ça m'émeut aussi beaucoup. Et finalement, aussi bien dans ce que j'écris que dans ce que désormais je filme, il est question d'être fidèle à cette neurodivergence. Et je finis avec vous, Koupra Rademi. Alors, vous n'êtes pas dyslexique, mais vous n'êtes pas originellement de langue française. Vous, ce terme mouvoir, vous l'entendez comment ? Justement, je voulais être sûre de la sens. Alors, justement, il y a un peu différents sens qu'on peut entendre. C'est ça, soit centré sur les émotions, sur le mouvement, sur émeu. Ça peut se diriger vers les émotions qui mènent à l'émeute. Donc, voilà. Donc, je me demandais, vous, qui avez un travail à la fois très personnel et très politique, comment est-ce que vous avez envie de l'entendre pour démarrer cette discussion ? Je crois pour moi, ce qui nous émeut, ce qui m'a ému, c'est plutôt... je suis née en 1989 et c'était la fin de la guerre soviétique, mais aussi au début de la guerre civile. Et du coup, je viens d'un pays qui est meurtri de la guerre. Et donc, c'est plutôt ce qui questionne cette urgence face à la guerre. Oui, et c'est aussi la vie qui vit, je veux dire, justement, de vivre dans ce milieu. Donc, ça est plus, je crois, ça m'émeut beaucoup, si je dis correctement, pardon. Tout à fait. Et encore une question un peu générale avant qu'on rentre dans vos travaux respectifs. Cette journée, elle est aussi placée sous le signe de l'événement. Est-ce que vous, c'est un mot qui est important pour vous ? Quelle définition vous en donneriez ? Est-ce que, alors si on remonte philosophiquement, vous vous placez plutôt vers ce qui nous arrive ou ce qui nous met en mouvement ? Sophie Vanish ? La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par événement ? Oui. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce que vous en faites ? C'est-à-dire, je ne vous demande pas à chacun de faire le petit littré, mais est-ce que c'est un terme qui vous intéresse ? Comment est-ce que, vous le percevez à partir que ce soit vos démarches artistiques ou vos savoirs historiques ? Toute émotion est quand même un événement, c'est-à-dire au moins une micro-fracture dans le déroulé ordinaire des choses. Et en fonction de l'échelle, effectivement, on parlait de la petite histoire logée dans la grande histoire dans la précédente table ronde. L'événement, ça peut aussi bien être l'intime, mais qui fait bifurcation pour le sujet. Et de ce point de vue-là, ça me paraît être très important historiquement aussi. Et puis, il y a l'événement tonitruant qui est supposé rendre les choses intelligibles, selon les historiens, sinon le petit littré. Et on voit bien aujourd'hui que l'événement rend aussi les choses opaques, c'est-à-dire avec une grande difficulté à être capable de le penser, au sens où, justement, pour pouvoir le penser, il faut sortir d'une certaine apathie ou d'une certaine émotion immédiate en tant qu'elle est réactive.
Et ce qui nous arrive en ce moment est quand même assez tonitruant. Et on voit que pour le moment, il y a une incapacité à le construire et que l'événement, du coup, contrairement à ce qu'on dit, ne rend pas lisible, mais produit ce moment de stupeur. Et que c'est l'après-coup de la stupeur qui peut-être permet de rendre lisible si on s'autorise à nouveau à juger et à penser. Alors chacun un micro, donc vous pouvez garder le vôtre. Clément Schneider, vous avez quand même, je parlais de 2 films, entre La guerre des pauvres et La Révolution française, c'est, même si on n'a pas beaucoup étudié l'histoire, 2 événements historiques. Donc j'imagine que voilà, c'est pas neutre de s'intéresser à ça, même si dans les 2 films, de manière différente, vous les prenez pas de manière frontale. Mais pourquoi, lorsque vous avez choisi quand même ces grands événements de l'histoire pour débuter un travail cinématographique, enfin toi, tu as fait débuter, continuer, on va dire. Et c'est compliqué de répondre. Il y a quelque chose de toujours très présomptueux, je trouve, à se saisir de l'événement avec un E majuscule, parce que je peux faire le petit malin et dire c'est événement avec un E majuscule, avec un E minuscule ou pas, parce que finalement cette histoire d'intime et de petite histoire, de grande histoire, comme tu l'as dit Sophie, on tourne toujours autour de ça. Et peut-être dans les 2 cas c'est différent entre Un violent désir de bonheur, donc, qui se passe pendant la Révolution française, et le film sur la guerre des pauvres, dont le titre est beaucoup trop long. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu des événements dans le contemporain, du moment où les films commencent à s'inventer, qui sont eux-mêmes pris dans une temporalité très étrange, très longue, très discontinue aussi. Donc c'est compliqué de dater les choses en fait aussi. Ce qui n'est pas simple, parce que l'événement a priori c'est quelque chose qui se date, mais ça n'est jamais si limpide que ça. Bref, en tout cas dans le présent de l'émergence du désir de ces films-là, il y avait des résonances, parfois qui pouvaient sembler être liées à des points de détail, mais d'un seul coup, quelque chose nous rappelait ce passé-là dans le présent, de façon très claire, à mon sens, ou au sens des personnes avec qui j'ai pu imaginer ces récits-là. Et ça rendait, pour le coup, intelligible le présent. Donc c'est toujours ce rapport aussi au temps qui me semble assez essentiel. C'est l'événement, et peut-être jamais un événement au moment où il se produit, mais c'est toujours aussi une histoire d'après-tout. C'est-à-dire, peut-être que des choses apparaissent comme des moments quelconques, entre guillemets, enfin sans affectation de valeur, et le resteront, ou pas, et d'autres acquerront cette valeur événementielle, et que ce soit à l'échelle de l'histoire ou à une échelle plus intime. Et en tout cas, je me suis rendu compte que cette nécessité d'en passer par le passé pour rendre un certain présent peut-être intelligible était une manière de aussi réactualiser l'événement. Cette idée que l'événement est quelque chose qui a, une fois qu'il a eu lieu, et puis c'est pas linéaire, la distance qu'on entretient avec les événements, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas comme quelque chose qui décroîtrait de façon continue. L'intensité de l'événement, si vous voulez, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, cette manière de reconvoquer l'événement en tant qu'événement, mais qui permet de rendre le présent compréhensible, et ne répond pas du tout à votre question, mais en tout cas était la raison pour laquelle on s'en est emparé, et dans l'idée aussi qu'il ne s'agissait pas de faire hommage à l'événement. Je crois que c'est très important aussi, ce truc-là. On en parlera sans doute après. Ouais, on en parlera aussi en regardant un petit extrait de votre film. Vous, Philippe de Joncker, c'est un terme qui vous intéresse, qui vous meut, ou parce que on pourrait se dire en lisant la plupart de vos livres que c'est pas ça le centre, en tout cas pas votre point de départ. Non, effectivement pas. Donc je suis un peu embarrassé pour vous répondre. D'autant qu'à la lumière des événements majeurs du moment, mes événements à moi sont microscopiques. Et quand je dis microscopique, c'est vraiment microscopique. Je veux dire, la dernière chose importante qui me soit arrivée, c'est d'allumer mon écran d'ordinateur dans mon atelier, dans les Cévennes. Je vis au milieu d'absolument nulle part. Et pendant la nuit, s'était installée une montre religieuse. Et donc, j'ai vu une montre religieuse apparaître sur mon écran d'ordinateur. Voilà, c'est le type d'événement auquel j'essaye de donner du relief. C'est peu de choses. Après, il y a les crises. Et donc,
Ça, c'est un petit peu différent. Et celle qui m'aura donc touché de près le plus, c'est la maladie mentale. Et donc, je compose une tentative de réinterprétation et de donner à voir la maladie mentale sous un autre angle, avec un autre regard, une lumière différente. Oui, et puis on peut dire, parce que je pense que dans l'événement, il y a quand même cette notion de savoir comment circule et s'articule quelque chose de personnel, d'intime, d'individuel avec un moment collectif. Et ça, ça fait partie du travail, on va en parler plus en détail, mais que vous avez fait sur la maladie mentale de votre fils, non ? De le rendre partageable, en tout cas. C'est tellement, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est tellement présent, ça recouvre entièrement le champ, que c'est très difficile, et ça demande finalement beaucoup de discipline de ma part, de lire le journal, quoi, en fait. Enfin, alors, ce n'est plus ma vie, puisque désormais, il vit dans un foyer, mais je veux dire, depuis un an. Mais jusqu'à il y a un an, j'étais assez incapable de réfléchir au-delà de cette réalité-là. Et donc, c'était des événements qui étaient terriblement personnels et invraisemblablement intimes, qui ont jalonné à la fois mon existence et le travail que j'ai tenté d'en extraire, en quelque sorte. Alors, je propose qu'on entre un peu plus directement dans le travail de chacun et qu'on commence avec vous, Koubra Rademi. On va voir diffuser sur l'écran des extraits à la fois des performances que vous avez pu faire, de certaines images que vous avez produites. Mais c'est peut-être parmi les gens qui sont autour de cette table, vous dont on se dit que le lien entre l'intime et le public est le plus fort, au sens où il a suffi que vous sortiez votre corps d'une certaine manière dans l'espace public pour déclencher des réactions collectives. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer notamment cette performance qui s'appelait Armor, ce que vous avez voulu faire? Est-ce que ce que ça a produit, c'est ce que vous attendiez? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment qui a été un moment tournant, à la fois fondateur et tournant de votre travail? Cette performance qui était une de mes performances que j'ai commencé plutôt en 2013 de faire les performances ou voir les challenges dans l'espace public qui étaient tellement des endroits tellement stimulants et inspirantes d'ailleurs. Et c'était de mettre en place une sorte de chose qu'on voit tellement, qu'on même le pratique, presque comme une culture, l'harcèlement sexuel aussi, quoi que ce soit verbal ou physique, dans toutes les manières pratiquées, tous les âges presque, et ceux qui font cet harcèlement. Et donc, c'est de le montrer le plus juste possible. Donc, pour moi, c'est devenu, il faut que ça soit réaliste dans un endroit le plus légitime possible aussi, j'ai choisi dans un endroit où je dois, que je passe quotidiennement. Lorsque c'est aussi, le harcèlement sexuel est aussi quelque chose qu'autant de femmes, mais aussi autant d'enfants, garçons, filles, on la connaît tout le monde, quand il y a culture de ce pratique-là, on le voyait. Mais on veut aussi qu'on... On le voyait, mais ça ne se voyait plus, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement commun que le fait de traverser l'espace public et d'être regardé, harcelé, jugé au moindre détail ne se voyait plus, c'est ça? Mais ce qui est aussi la réaction vis-à-vis. Si tu, par exemple, juste tu cries ou tu réagir à ce moment-là. Du coup, ça m'arrivait souvent, évidemment. Et cette performance, ça m'a apparaître plus juste possible que qu'est-ce que moi je suis, qui je suis dans cette chambre de bataille de tous les jours. Ah oui. On le voit. Donc juste pour préciser pour les gens qui ne l'auraient pas vu, vous sortez armé d'une... Oui, enfin on a vu un petit bout, mais en gros vous avez comme une armure, mais c'est une armure qui est moulante, on peut le dire. Qui est l'armure de femme, c'est l'armure extrêmement féminine.
Et du coup, ça a été aussi, ça marche dans l'espace public, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et aussi qui est qui m'inspire, qui a aussi, c'est c'est inspirante. Les choses quotidiennes, la simplicité des tâches quotidiennes, c'est aussi pour moi c'est extrêmement importante. Et donc ça aussi, c'est une de mes performances que j'ai réalisées à l'époque comme des autres. Mais par contre, la conséquence... Et alors, pourquoi celle-là a eu plus de conséquences ? Oui, mais c'est aussi choquant comment cette performance, à un moment donné, elle était montrée, parlée au-delà du contrôle, je veux dire. C'est-à-dire ? Je veux dire parce que c'était tellement diffusé dans le média local dans mon pays le même soir. Et après, le lendemain, très vite, dans 3 jours, j'ai vu que c'est presque dans les médias internationaux partout. Et aussi, la critique, c'est juste hors contrôle. C'était que je me sens impuissante de dire que, écoutez bien, mais qu'est-ce qui est là, qui vous perturbe de plus? Je suis ni nue, mais vous voyez, mais j'étais obligée de dire ce mot-là, que moi même à l'époque, mais tout le temps, autant d'artistes, je ne veux pas d'être traitée comme une criminelle. Comme tout le monde soit une police, qu'il me demande la question que pourquoi, mais même mes proches, mes amis, j'ai perdu ma vie après, ça a été tellement changé que j'ai perdu tous les jours presque. Plus ils en parlent dans les médias, comme je dis, c'était hors contrôle, plus je perds. Plus je perds. Mais alors justement, parce que cette manière de sortir dans la rue, dans un espace public harcelant, violent pour les femmes, en même temps avec à la fois une armure, mais une armure qui ne vous protège pas complètement. Si, mais elle m'a protégée. Elle vous a protégée ? Oui, parce que après la performance... un ami qui était dans le foule aussi, elle m'a dit qu'elle était tellement étonnée qu'elle a oublié de s'exprimer comment vas-tu, que je te vois, tu es tellement insultée, attaquée et tout, elle a besoin de me dire que j'ai vu un homme qui t'a touché tes fesses, mais tu n'as rien senti. Mais lui qui m'a dit, parce que c'était du métal. Oui, c'était quand même en métal. Donc, mais non, c'est Mabou, c'était... Non, mais ce que je me demandais, c'est que de faire ce geste comme artiste, comme femme, voilà, en Afghanistan à ce moment-là, c'est à la fois un geste de révolte, de colère, mais il y a aussi, puisqu'on parlait un peu des émotions qui motivent le travail, c'est aussi afficher sa vulnérabilité, montrer sa vulnérabilité. Est-ce que quand vous étiez là dans cette armure de métal au milieu de la rue, vous vous sentiez plus puissante ou aussi plus vulnérable ? Plein de choses ensemble, mais comment je peux dire, c'était plutôt que plus, mais je parle parce que le nombre de gens était en train d'augmenter dans tous les 10 secondes, ok? Et là, je me sentais que tout de suite, au bout d'une minute, je vois qu'il n'y a aucun passage de voiture. Du coup, j'ai senti que ça veut dire quelque chose. C'est embouteillage, c'est grave là, mais quand je ne vois pas, je dis que ça veut dire qu'il y a des mètres, qu'il y a les gens qui sont en train de venir. Du coup, cette sensation, ça me dit que, plus évidemment, j'ai eu il donne énergie, le public, ils donne énergie, quoi que ce soit l'espace, tout le temps. Même ici en France, le public, il donne énergie. Du coup, ça, je sens que c'est ça, je me disais. C'est ça, ce que j'ai voulu. Plus, oui, j'ai fait un autre... C'est capter cette énergie, en fait, enfin la cristalliser. Oui. Et aussi, j'ai vu quelques femmes, mais ils disparaissent, parce que la foule des hommes, c'était comme sa chambre de bataille, qui se voulait venir. J'ai même vu quelques polices, mais ils disparurent, parce que le poupa, elle était impuissante. Mais là, quand j'étais en train de marcher, c'était l'énergie, elle était très, très forte de sentir aussi. Mais j'ai fait une autre performance en 2013 quand je me installais au milieu d'une autoroute avec mes affaires.
dans lequel, là-bas, j'étais pas avec des peuples, mais j'étais avec des voitures qui doivent se sauver ou me sauver en même temps. Parce que vous étiez au milieu de l'autoroute et soit ils vous contournent, soit ils vous percutent. Il devrait trouver sa manière. Mais par contre, la ville était bloquée après moi. Au bout de 40 minutes, un police qui m'a trouvé, il dit que tu as bloqué toute la ville. Mais c'était au bout de 40 minutes. J'ai eu c'était une performance réussite. C'est lui, mais aussi l'armure. Les gens disent que ça se passait mal, ça se passait quelques minutes, mais ça se prévu 10 minutes, que j'étais un peu plus vite peut-être, que ça a fini au bout de 8 minutes. Mais ça a été fini avec du succès. Parce que ça a été fini. Qu'est-ce que vous appelez une performance réussie et inversement, vous avez des exemples de performances ratées? Non, j'ai pas une performance ratée, j'ai jamais eu. Mais par contre, c'est la question de gens, ça me dit que les gens pensent que le fait qu'il soit duré quelques minutes, peut-être ça a été, j'ai dû me sauver. Non, j'ai pas me sauver du tout. Il avait été pas une seconde que je sentais que je dois de me sauver. Moi, j'ai créé cette création au sein de dans la ville où j'ai vivais. Du coup, on n'est pas, autant de femmes, on n'est pas pour cette violence, même harcèlement sexuel aux vies quotidiennes. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais quand même, on continue. Mais évidemment, ça, c'est le mécanisme de harcèlement sexuel ou le contrôle sur le corps de femmes, c'est d'effacer les femmes. Mais, on retourne, non. J'ai mis une armure, je marche. Et pourtant, j'ai tellement visible. J'étais comme un élément dans une chambre de bataille, que j'étais au centre. Donc non, je n'ai pas ni peur, ni peur. Oui, c'est vulnérable, oui. C'est vulnérable, mais pas effrayé. Tout ce qu'ils font, même toutes mes performances que je fais ici, aussi, je sens que cette limite, challenging corps dans l'espace, c'est jamais sans ce genre de challenge. Qu'est-ce que ça a changé à votre pratique artistique, le fait de quitter l'Afghanistan et de vous installer en France? Beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec dans les villes où je vis, dans le pays où je suis en train de créer. C'est totalement autre pays. L'inspiration, c'est autre chose. Même je vois mon pays, mais ça prend un peu de temps. L'exil n'est pas simple. Alors, vivre en exil n'est pas simple, ou que je peux souligner avec quelques mots ou quelques phrases. C'est plutôt, peut-être tout le reste de ma vie, je vais poser cette question. Je vais m'exprimer dans sa manière. Mais plutôt, c'est que cette distance qui est terrifiante, mais en même temps devastating, est aussi triste à fond. Mais aussi en même temps, petit à petit, je sens avec la psychanalyse aussi, je sens que je peux dire aujourd'hui que l'exil était une chance. L'exil est une chance aussi. Parce que c'est une deuxième vie d'abord, et aussi tu continues à t'exprimer. Oui. Ni ta voix n'était pas coupée, toi n'es pas tué, tu continues toi-même. Du coup, cette distance, ça se crée depuis de mon pays. Ce que je vois aussi plus, c'est la géopolitique, qui m'inspire beaucoup plus. Du coup, je plonge, où je sens cette nécessité de plonger, questionner la géopolitique qui est tellement effectué mon pays, au moins dans le temps, mon âge, que je connais. De quoi vous partez pour créer les images là, dont on a vu certaines derrière nous, que vous avez montrées à la collection Lambert à Avignon il n'y a pas si longtemps? C'est quoi le point de départ? On n'a pas l'impression que c'est la géopolitique pourtant. Oui, géopolitique, oui. Ouais. Ça peut commencer la géopolitique en vivant dedans, corps de soi-même. Et après la terre, où se déplace. On pose la question depuis notre corps. Et après, là, on dit soi-disant géopolitique. On voit
comment ça se passe dans le monde entier. Alors j'aimerais me tourner vers Sophie Zamanich pour voir d'autres images. Alors là, on a vu un peu un patchwork d'images de Kubra. Sophie, c'est beaucoup plus dans l'ordre, hein. Il y en a 13. Même si j'aurais peut-être dû faire parler Clément avant, on va quand même commencer par celle-ci. Bon, je voudrais, avant de lancer celle de Clément, dire qu'en écoutant ce que vous avez expliqué, y compris avec ce mot géopolitique, ça permet de rebondir immédiatement sur ce que dit Seyès, c'est-à-dire que chacun sent dans son corps s'il est ou non opprimé. Et le sentiment de l'oppression, d'être sous le joug, rallume un désir qui est de résister à l'oppression. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un point de jonction qui est immédiat entre finalement ce que vos images disent sur cette oppression et la violence faite au corps, comme être sous le joug, même si le joug du harcèlement sexuel et d'une certaine conception, qui justement nie le désir de bonheur des femmes. Et donc, ça permet de faire le lien. Alors, cette image, je l'ai choisie parce que je savais évidemment que Clément allait être là, mais pas seulement. C'est parce que j'ai été extrêmement ravie dans les cortèges dans le cortège parisien sur la question des retraites au printemps dernier, de voir comment... Ils sont la raison pour laquelle on est là ce soir. Cette réunion devait avoir lieu pendant le Festival du Réel, mais il y a eu un autre événement. Et donc... comment finalement il y a une réverbération dans le social du cinéma avec un énoncé qui est le titre du film, mais qui là se retrouve sur une affiche rouge avec tout ce qu'elle peut vouloir véhiculer, et sur cette question du désir, et sur la question de la révolution, et avec finalement un fondement qui est cette question du bonheur, et que je mettrais comme enjeu anthropologique, c'est-à-dire que ce qui nous meut, c'est quand même d'abord toute une série de choses comme le bonheur. Je voudrais l'image suivante. Alors, avant l'image suivante, moi j'aimerais, parce que du coup c'est ambigu, poser une question à Clément Schneider sur ce titre que vous avez choisi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire pour un film sur la Révolution, contrairement à ce qu'on pourrait croire à partir de ce qu'a dit Sophie, c'est pas un slogan révolutionnaire. Non, mais je l'ai volé de façon... mais je le dis, hein, c'est su, c'est pas du tout un secret. Je l'ai piqué à Jacques Lacarrière quand je préparais le film. Il se trouve que ça se passe... je vais faire très vite pour laisser Sophie finir. Ça se passe dans un monastère, que je visitais beaucoup de monastères, que je tombe sur un bouquin sur les cisterciens, et qu'il y a cette locution, voilà, ces 3 mots à coller. Et que le film avait un titre de travail tout à fait différent, et que me saute aux yeux que c'était exactement autour de ça qu'on tourne, sans savoir que c'était possible de le synthétiser dans une formule qui a à voir aussi avec le slogan, qui n'est effectivement pas un slogan directement révolutionnaire, pas que je sache en tout cas. Et voilà, après je le prends, et il se trouve qu'il a un devenir. Le film est sorti en 2010, enfin très confidentiellement en 2018, et il se trouve qu'un graphiste ami s'est dit que c'était pas mal d'en faire un signe de ralliement, à une bannière, et je pense que c'était une idée assez belle que de se donner un signe de ralliement collectif, qui permettent aussi de se dire comment on peut recréer de la joie dans des manifs qui sont, en termes d'image, globalement assez pauvres. C'est un collectif de graphistes qui réfléchit beaucoup autour de ça, et la question de l'image qu'on se donne quand on a un projet émancipateur, elle est assez fondamentale, et de fait, c'est devenu un peu un gimmick de manif, enfin un motif, pardon, gimmick c'est naze, et c'était une très bonne chose. Voilà, je te rends le... Mais c'est pas un titre de moi, du coup je l'ai volé. Non, mais donc savoir qu'une locution cistercienne peut devenir un slogan révolutionnaire, et une image une révolution dans la manifestation des retraites. Il n'y a pas que la Révolution française, c'est peut-être aussi un moment révolutionnaire à l'intérieur de l'espace cistercien. Deuxième image. Alors, toujours dans les slogans, vivre libre ou mourir, c'est un slogan très connu. Là, c'est une image d'une toile de Jouy brodée. Et la toile représente les 4 parties du monde. Et ici, on voit l'Amérique avec une représentation de l'Indien et du nègre marron qui est animalisé. Et en même temps, qui
permet de comprendre que la question de l'oppression et de l'esclavage et de la colonisation fait déjà partie des imaginaires au XVIIIe siècle dans cette toile, donc imprimée par Oberkampf et retravaillée ici par une brodeuse. Donc voilà, l'image suivante. Bon, vivre libre ou mourir. Donc on a vu le bonheur, la liberté. Ici, j'ai choisi de montrer cette image qui est un immense savon qui a été produit par Ai Weiwei pour une exposition qui a eu lieu à Marseille. Donc c'est un grand savon de Marseille. Et sur ce savon de Marseille, même si on n'arrive pas à le lire d'une manière très nette sur l'image, on a quand même l'article premier, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Moi, la deuxième partie, je la sais beaucoup moins bien par cœur, donc j'arrive pas à la lire, donc j'en suis désolée. Mais c'est en gros, il n'y a que les talents et les compétences qui peuvent permettre d'avoir des distinctions sociales. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un énorme savon, donc c'est un monument. Il s'agit d'inscrire sur un monument l'institution elle-même monumentale qui légitime, qui permet de donner une forme et à Seyès et à ce désir de vivre libre ou mourir et égaux. Et en même temps, c'est un savon, donc c'est voué à disparaître. Un savon, on l'utilise et il s'amenuise et il disparaît. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi monumentale soit l'institution qui va permettre de protéger ces désirs-là, eh bien, en fait, il reste fragile. Et donc là, on a à la fois le monument et la fragilité. Il n'empêche qu'un monument, ça permet de pouvoir s'y référer, de pouvoir réclamer, et à partir de cette institution de la Déclaration des droits, qu'on peut déclarer comme institution insurgente, puisqu'elle inclut le droit de résistance à l'oppression, justement, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y a la possibilité, effectivement, de se mettre en mouvement et de réclamer que ces droits soient respectés. Je vais prendre l'image suivante. La liberté est un vain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. On retrouve la liberté. Ça c'est quoi? C'est un énoncé pour faire une pétition à l'Assemblée. C'est une pétition qui est en fait des acteurs les plus radicaux et qui affirme qu'il ne peut pas y avoir de république s'il y a des écarts sociaux trop vertigineux. Donc c'est un point très important parce que c'est bien cette question du droit de vie et de mort. Et ce droit de vie et de mort, on a quand même commencé par là. Et si on se retrouve en exil, c'est parce que sa vie est en danger. Et donc cette question du danger sur la vie, de la résistance à l'oppression, du joug, de la nécessité de produire de l'égalité, c'est un point qui, en fait, traverse les temps. Tout à l'heure, au moment du début de la conversation, Clément évoquait le fait qu'un événement peut avoir plus d'actualité dans le présent qu'il n'en a eu dans le passé, ce qui est aussi un énoncé de Walter Benjamin dans les thèses sur le concept d'histoire. Et donc il y a quelque chose pour moi qui, dans ce rapport à la vie et à la mort, et au rapport entre le riche et le pauvre, qui traverse aussi l'histoire de Machiavel, et avant Machiavel évidemment, qui explique que l'humeur des riches et l'humeur des pauvres n'est pas la même, et que les riches veulent toujours avoir plus de pouvoir et accumuler davantage, et qu'ils veulent accumuler parce qu'ils ont le sentiment que s'ils n'accumulent pas davantage, ils perdent. C'est comme s'ils perdaient quelque chose de ne pas accumuler. Alors que le petit peuple veut simplement bien vivre. Et de ce point de vue-là, on a là des éléments qui ont à voir aussi avec ce qui peut produire une émeute, une révolution, une insurrection, une sédition, avec toutes les variations qui peuvent exister entre ces termes. C'est-à-dire que quand on voit un événement émeutier, il faut chercher du côté de ceux qui ont le plus de pouvoir, et pas du côté de ceux qui n'en ont pas, qui se mettent en émeute, et il faut donc comprendre que c'est l'excès et l'abus de pouvoir des puissants qui produit la sédition. Je vais prendre l'image suivante. Je retrouve la réforme des retraites avec une image qui était produite par les étudiants en arts appliqués. Avec la réforme donc, des retraites, les loisirs, c'est le repos éternel. Et donc le repos éternel, c'est bien sûr la mort. Et avec cette image, on a à la fois l'imaginaire des congés payés de 36 et donc de toutes les lois sociales qui ont permis effectivement de produire ce qu'on appelle aujourd'hui feu l'État social.
Et donc cet état social, il est à la fois évoqué dans sa forme picturale, mais il est aussi évoqué dans des jeux de mots qui permettent de dire que la réforme n'est pas la révolution. Et le repos éternel, évidemment, c'est un jeu de mots que tout le monde peut entendre. Et il y avait comme ça toute une série d'images qui avaient été produites par ces étudiants en art appliqué, qui étaient extrêmement intéressantes, d'autant plus intéressantes pour moi qu'ils étaient très loin de l'âge de la retraite. Image suivante. Donc résister à l'oppression, donc ces situations oppressives contemporaines peuvent conduire à réfléchir ce qu'on entend par résister à l'oppression. Et donc là, toujours la même brodeuse sur la toile de Jouy. Tout à l'heure, on avait l'Amérique, là c'est l'Europe qui reçoit des tribus, qui reçoit donc des impôts. Qu'est-ce que c'est que les impôts? C'est du travail, c'est de l'argent. Il y a un équivalent entre l'argent et le corps, la sueur, le temps aussi. Et donc, qu'est-ce que l'oppression? C'est en fait un prélèvement, qui va être théorisé ensuite par Marx, qui est un prélèvement de temps, d'énergie et de valeur. Et que ce prélèvement, c'est ce qui caractérise l'oppression, et qu'à un moment donné, vouloir récupérer de l'argent, du temps et de la valeur, ou de la dignité si vous préférez, eh bien c'est effectivement très simplement résister à l'oppression. Je prends l'image suivante. Ceux qui rendent impossible une révolution pacifique rendront une révolution violente inévitable. C'est cette image qui est donc, comme vous voyez sur un gilet jaune, donc les images qui ont été toutes publiées sur un site de graphistes aussi qui s'appelle Plein le dos. C'est un énoncé qui permet d'affirmer que la violence, ce que j'évoquais tout à l'heure, ne vient pas d'un désir populaire, mais vient de l'accroissement de la répression ou l'accroissement de l'absence de réception d'une demande ordinaire de bonheur, de liberté, d'égalité, et que du coup, eh bien, il y a quelque chose qui se comprime et qui va produire cette violence. Et que plus la répression ou plus l'oppression est forte, alors plus effectivement il faut de patience pour ne pas recourir à la violence. Et ce qui est affirmé ici, c'est qu'on est encore en 2018-2019 dans un moment où on ne souhaite pas nécessairement en découdre. Vous savez comment s'est passé ce mouvement des Gilets jaunes, comment il a été une expérience très très importante de violence sur les corps, avec des membres perdus, des yeux éborgnés, des crânes abîmés, enfin toutes sortes de choses. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans le discours de sens commun, en tout cas celui peut-être pas de sens commun, mais de sens commun gouvernemental, eh bien on cherche à inverser la question de la violence, et que ici, ce qui est expliqué, c'est que si une révolution violente a lieu, il ne faudra pas chercher du côté des popolo minuto, mais bien du popolo grosso. Image suivante. La prochaine fois, le feu, pour pouvoir circuler entre les temps. Il s'agit d'un texte de James Baldwin qui explique que si on ne rend pas justice au peuple noir aux États-Unis, ça va très mal finir. Elle peut terminer en guerre civile, en violence, et aussi en destruction massive des Noirs. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette angoisse qui est extrêmement présente, c'est-à-dire que la violence sur les corps peut se déchaîner jusqu'à détruire ceux qui sont dominés. Et donc il y a quelque chose là qui me paraît important à souligner, parce que c'est quelque chose qui me semble être encore aujourd'hui, pas simplement sur la question noire, la question de l'impensé de la violence. Et on est rassasié de dénoncer sur la violence inacceptable, mais une violence qui surgirait d'on ne sait d'où, sans qu'il y ait de possibilité de la rendre intelligible. Je crois que s'il y a une responsabilité de ce qu'on appelle les scientifiques, les intellectuels, les savants, comme vous voulez, eh bien c'est justement de réussir à démêler la violence. Et je crois qu'un des grands cinéastes, et je vais donc l'évoquer, c'est Tarantino, qui a réussi à démêler les différents éléments de violence entre la vengeance légitime et la violence abjecte, qui est celle des nazis dans Inglourious Basterds, celle des esclavagistes
dans Django Unchained et celle des incestueux dans le dernier Eight Eightful. Image suivante. Sur cette violence, je voulais mettre cette gravure, qui est une gravure tout à fait classique de la période révolutionnaire, où on voit beaucoup de fumée, mais en fait, on est en train de brûler surtout des effigies. Ah non, c'est pas la bonne image, je suis désolée. Je vous dis des choses qui sont fausses. C'est l'image de la fusillade du Champ de Mars. Cette fusillade du Champ de Mars, au contraire, on a une répression féroce. Mais on a une image analogue. En quelle année pour ceux qui ne sont pas complètement Alors, la fusillade du Champ de Mars, du coup, on va prendre l'image suivante, comme ça sera plus simple. Voilà, c'était celle-là que j'imaginais. Parce que là, on voit donc le personnage d'Adèle Haenel dans Un peuple et son roi. Et là, on pourra en discuter sur les écarts de manière de traiter de la question révolutionnaire. C'est des films qui sont sortis la même année, où Adèle Haenel court justement au moment où ils ont été signer une pétition au Champ de Mars pour réclamer que le roi soit jugé après son escapade à Varennes, c'est-à-dire la fuite pour rejoindre les émigrés et revenir écraser son propre peuple. Et où elle va perdre deux amis chers, et où en fait on a cette violence sur les corps qui va produire la nécessité de venger les personnes qui ont été détruites. Et selon un énoncé de Marx, les peuples ne se soulèvent pas dans l'espoir de lendemain meilleur, mais pour venger les générations opprimées. Et donc là, ce qu'on voit, c'est dans un espace-temps plus bref, à la fois la nécessité de venger les amis, et donc il y a quelque chose qu'à voir avec qu'est-ce qui consolide et qu'est-ce qui brise l'imaginaire de l'amitié, et de voir effectivement comment cette image-là est une image importante pour comprendre des dynamiques d'émotion. Je vais essayer d'accélérer. Tu veux qu'on retourne ou non, c'est bon. C'est pas grave. Alors une image plus drôle. Un choix assez varié. Je voulais circuler entre les temps. Donc, c'est en même moment que les Gilets jaunes. C'est vraiment très très contemporain de la période des Gilets jaunes. Et donc c'est il y a déjà un moment. Et c'est sur la question de qu'est-ce qui terrifie. Donc la répression terrifie et l'inaction terrifie. Et donc Extinction Rebellion, on a le mot rébellion évidemment. Extinction, j'espère que non. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose où il faut se rendre compte qu'il y a là du terrifiant quand on n'est pas suffisamment terrifié. Et donc saisir qu'avoir peur, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que la peur, on la traverse et après on fait face. Mais que si on vous dénie le droit d'avoir peur, eh bien vous ne serez jamais alerté. Et donc, voilà, la dernière image. Grand classique, j'ai honte. Il s'agit du regard de Greta Thunberg. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est cet énoncé de la honte qui permet justement, selon la philosophie phénoménologique et morale, de sortir de l'apathie. Autrement dit, c'est quand il y a une fracture qui se passe parce qu'on a honte et qu'on ne peut pas exiler cette honte, eh bien qu'il y a quelque chose effectivement qui se met en mouvement. Et sans doute qu'il faudrait réentendre ce que veut dire le sans vergogne, qui veut dire sans honte, pour pouvoir nous remettre aujourd'hui en mouvement dans une situation historique qui appelle autre chose que notre apathie et qu'on constate chaque jour dans nos corps et dans la société. Merci. Merci beaucoup Sophie pour cette traversée de ce qui peut nous mettre en mouvement et nous empêcher de nous mettre en mouvement. Du coup, je me tourne vers vous, Clément Schneider, parce que vous avez fait de votre film dont on a vu le titre En manifestation. Vous le placez donc pendant la Révolution française, mais on est loin des événements du Champ de Mars. Ça se passe dans une région montagneuse, ça se passe dans un monastère où une garnison arrive, pour le résumer beaucoup trop vite. Pourquoi ce choix simplement de ce qu'on pourrait estimer être du hors-champ, mais qui ne l'est peut-être pas pour vous ?
Si, complètement. Bon, tout ça est une affaire avant tout de réel, et du réel le plus trivial qui est qu'il faut dans quelle économie on est pour faire un film. Et oui, c'est pas Un peuple et son roi. Et c'est pas Un peuple et son roi, et c'en est le contre-champ à sa manière. Voilà, dès lors qu'on se lance dans ce projet de film, on sait très bien que fantasmer une reconstitution qui serait la plus réaliste, et moi je suis pas très à l'aise avec cette notion par ailleurs de réalisme historique, mais c'est un autre sujet, c'est forcément, ça va mal se passer, ça va pas marcher, et ça va nous éloigner de précisément ce qui pourrait faire résonance, faire écho entre des événements fictifs du passé, en tout cas qu'on choisit de réimaginer ou d'imaginer, et le fait qu'on fasse aujourd'hui ce film. C'est souvent un reproche qu'on peut faire au film d'époque, mais pourquoi vous racontez ça? T'as qu'à raconter une histoire qui raconte la même chose aujourd'hui. Sauf que voilà, la médiation par l'événement, quand bien même celui-ci, et comme vous l'avez dit, il est totalement renvoyé dans le hors-champ du film. On s'est dit qu'il fallait prendre cette idée-là très au pied de la lettre, c'est-à-dire si l'événement est hors champ, alors on n'en a que le son, les échos, avec un différé, avec un amenuisement du fait de la distance. Donc le film se passe dans l'arrière-pays niçois, qui est vraiment un espace très isolé, très enclavé, y compris linguistiquement. On ne parle pas nécessairement le français là-bas, à l'époque. Donc voilà, on se dit qu'on va travailler avec cette chose-là, et que on va aussi travailler avec peut-être l'imaginaire collectif qu'on a tous autour de la Révolution. Alors les images que Sophie a choisies je les connaissais pas toutes du tout, elles sont très singulières, mais par contre on a un livre d'images en tête autour de la Révolution française, pour le pire et pour le meilleur, mais enfin il est quand même là, et je pense que c'est intéressant de se dire, quand on va chercher et travailler avec l'histoire, surtout avec la grande histoire, avec quel fond on travaille, quoi. Y compris pour le subvertir d'ailleurs. Donc à partir de là, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à une trajectoire très petite. Voilà, on va s'attacher à un personnage de petit moine qui est un type pas tout à fait, plus tout à fait un enfant, pas tout à fait un adulte non plus. Et on va s'attacher à suivre ces petites métamorphoses et la façon dont les événements du monde vont l'affecter, avec en plus cette notion de clôture qui est propre au monastère. Donc il y a aussi l'idée que c'est une frontière assez peu poreuse aux événements du monde, mais là ils font irruption. Pour le coup, il y a événement, puisque le monastère est occupé et les moines vont devoir partir. Voilà, c'est ça en fait. Le film, c'est rien de plus que cette petite chose-là. Et après... Mais alors, ouais, je vous coupe là-dessus, donc, parce que c'est effectivement, le film est centré, on va en regarder un extrait juste après, sur un moine dont on peut se dire qui se défroque dans tous les sens du terme. Est-ce que se centrer sur un personnage comme celui-ci qui... voilà, découvre avec l'arrivée de cette garnison beaucoup de choses, à la fois la révolution, mais la sensualité, mais un extérieur au fond qu'il n'avait pas, ou pas tout à fait, parce qu'on le voit quand même apparaître au début en train de dormir sur un arbre, donc c'est pas non plus comme s'il était cloîtré, enfin c'est un moine mais pas cloîtré. Est-ce que ça veut dire quoi, qu'il faut une révolution intérieure pour qu'il y ait comme condition d'une révolution plus générale? Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais en tout cas, ça me semble... et puis surtout, le film n'est pas un film à thèse, enfin je ne crois pas, mais en tout cas, les deux... Est-ce que c'est ça qu'il filme ou pas? Évidemment, c'est pas est-ce qu'il faut, mais est-ce qu'il filme, au fond, une révolution intérieure qui mène à une expérience collective, ou plutôt l'inverse? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt ça. En tout cas, mais une fois de plus, c'est ambivalent, parce que les choses se déroulent dans un certain ordre, et en fait, moi, je suis très opposé à l'idée de progressivité. En fait, je trouve que ce qui est très compliqué, c'est quand on veut mettre les choses en ordre, dans tous les sens du terme, et que notre personnage, il fait des allers-retours. En fait, son évolution à l'encontre de tout un tas de dictates de scénarios, elle n'est pas linéaire. C'est aussi fait d'avancer, de recul, de réavancer. C'est plutôt une hésitation que le film met en scène. Avec, je suppose qu'on va regarder la fin du film ensuite, avec aussi une mise en mouvement, mais qui n'est pas tout à fait de son fait. Moi, j'étais très opposé aussi à l'idée de reconvoquer un imaginaire peut-être trop, sur ce personnage principal, trop romantique, du personnage du Fabrice Del Dongo, qui voit passer les armées napoléoniennes, se dit mais c'est ça que je veux faire, fonce, rentre dans la bataille, et voilà, il me semblait que c'était plus, pour le coup, que cet imaginaire-là était très anachronique sur le moment où on faisait le film, et peut-être aussi mes propres états d'hésitation, de doute, voilà, qui peuvent nous
perclure et aussi nous paralyser. Et ça aurait été pour moi très malhonnête de ne pas assumer de mettre ça en scène. Donc c'est plutôt ça. Alors est-ce que la révolution intérieure précède ou est la conséquence de... Je n'en sais rien. Je pense que les choses avancent de front. Mais le film se clôt sur une mise en mouvement, mais qui ne vient pas du personnage en fait. Elle vient aussi d'une figure qui, à plein d'égards, est une figure d'altérité. Et je ne sais pas si du coup... On regarde, je pense tout de suite l'extrait, mais je pose quand même... Pourquoi vous soupiriez, Sophie Vaniche, quand j'ai commencé à parler de révolution intérieure et de révolution collective sur l'ordre des choses? Mais ça ne sert à rien de parler sans micro. Parce que je suis incapable de... Comme tu sais, vous savez, je ne sais pas comment dire, de cacher ce que je pense. Mais qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est pas que c'est dialectique et que du coup c'est la poule et l'œuf. Donc il y a quelque chose où dans le film il y a malgré tout un ordre, c'est-à-dire ils sont là, il y a l'événement qui percute et puis ensuite il y a toute une indécision. Et c'est sur cette indécision qu'il y a la possibilité d'une révolution que moi j'appellerais pas intérieure, mais subjective, qui est pas exactement la même chose. C'est pas intérieur, c'est dans une situation, c'est en relation avec les éléments, c'est en relation avec l'histoire, c'est en relation avec la mort. Il y a l'incursion, enfin il y a l'intrusion de la mort et de l'enterrement dans le film. Il y a beaucoup de choses qui sont à dialectiser. Et je pense qu'aujourd'hui la faiblesse de la pensée, c'est parce qu'on ne dialectise plus rien. C'est blanc ou noir et c'est binaire. Et je pense que c'est jamais comme ça dans la réalité et dans l'histoire, et qu'on a intérêt à retrouver un peu plus de subtilité. Alors regardons la fin d'un film dialectique. Marianne! Marianne! Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce dont je me souviens? De rien. L'ancien, je le balais. Ce qui encombre mon passage, je m'étonne de le traverser. Ce que j'attends, je veux plus attendre. La terre tourne et tous vous courez. Et moi, je monte à l'échelle. Je tangue, elle ploie. Je perds l'équilibre, mais je suis légère, souple comme l'anguille. Alors je tiens bon et je m'élève. Et j'écoute. Avant que les pavés ne recouvrent tout. Ce que j'écoute, le silence pour mieux entendre l'autre et l'intérieur de moi, le dedans de moi-même. Après, il ne sera pas trop tard, mais les pavés demanderont plus d'adresse, plus de patience et de fureur. Après les pavés reviendra le silence. Ou après les pavés ne restera que le sable. Il est trop tôt pour le voir. Ce que je cherche, mon point de départ et mon point d'arrivée, mon âme en perdu. Ma tâche est de le retrouver, alors j'avance pour me fondre dans lui, me tisser dans ses paroles, m'insinuer dans tous ses songes. Et puis nous nous coulerons dans le monde pour en changer les couleurs, renverser les temps, bouleverser les ordres. Si quelque chose manque, c'est seulement parce que je me suis trop longtemps dérobée à la tâche. Mon amour est toujours là, lointainement proche, il me suit. Ce que je vais faire, je vais aimer.
Je vais croire que l'amour uniquement peut nous sauver. Je vais baiser ses lèvres, ses mains, ses lèvres, ses yeux. Je vais aimer, croire et baiser. Je veux bien juste préciser 2 petites choses parce que c'est un peu bon. Désolé d'abord pour ça ne saccade pas normalement, mais c'est pas grave. Ce qui est important par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'événement, ce qui va faire césure ou rupture, c'est que le personnage qui profère, qui déclame, je sais pas quel est le meilleur terme, qui performe ce monologue, est un personnage qui est là pendant tout le film, mais qui ne, je dirais pas qu'il ne s'exprime pas, mais qui ne parle pas, qu'on a vu mutique. Donc c'est vraiment il y a une vraie rupture et c'est un film qui est très composé de plans fixes. Là, vous avez un travelling qui fait 50 mètres, enfin aller et retour. Donc à tous les sens du terme, cette séquence, on l'a pensée comme une séquence scénaristiquement, en termes de ton et en termes de mise en scène, en rupture et en conclusion avec le reste du film. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas réentendu. Pardon, je prends la parole, mais c'est parce que ça me pensais tout à l'heure. Sur la question, je me suis dit, en fait, je devrais vous présenter cette séquence comme une séquence documentaire et pas comme une fiction pour une raison toute bête. C'est que la façon dont elle a été fabriquée avec la comédienne, nous avons procédé avec voilà, en fait, on savait que ça allait finir comme ça, en tout cas avec ces 2 personnages, ce mouvement, etc. Puis il n'y avait pas de texte. J'étais sûr qu'il fallait qu'il y ait une prise de parole, ça me semblait évident, c'est comme ça de cette cinéma, il n'y avait rien. Enfin, s'il y avait un texte que j'avais écrit, mais dedans, il y avait Révolution et En Marche, et c'était Macron, quoi. On était en 2017, rappelez-vous. Donc c'était littéralement le nom de son bouquin de campagne et le nom de son parti. Et c'était des mots qui, du coup, étaient devenus... qui a été volé, quoi, qui nous avait été dérobé. Et moi, je ne pouvais pas assumer de les mettre dans un film comme ça. Donc je me dis, on met ça à la poubelle et on va retravailler. Et peu de temps avant de tourner la séquence, on est bien avancé dans la fabrication du film, notre imaginaire, il travaille, voilà, les personnages se construisent, etc. Et j'envoie, je parle à la comédienne une série de questions, et en fait, le texte que vous entendez, il est composé de ces réponses. Et pourquoi c'est important pour moi ? C'est parce que... parce qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est tout autant le personnage, alors avec lequel vous n'avez pas cheminé parce qu'il y a une heure et quart de film avant, mais en revanche, c'est aussi une jeune femme de 2017 qui, à travers ce personnage, nous parle. Et quand vous me demandiez, on fait quoi de l'événement passé, on le ressaisit, on le ressaisit pour faire ça, et on le ressaisit pour dire, voilà, vous aviez jamais vu... Marianne Noire, mais maintenant vous... Oui, parce que le personnage s'appelle Marianne, j'allais juste le préciser pour... Et évidemment, ce qui est intéressant avec les images ou les allégories, c'est quand on les prend et on les maltraite un petit peu, et ça me semblait tellement aberrant voilà, qu'en 2017-2018, on n'ait encore jamais vu de Marianne Noire en France, qu'il nous semblait qu'on pouvait... On va pas dire réparer, parce que ce serait beaucoup trop présomptueux, mais en tout cas, on pouvait... mais la faire exister dans le passé. La faire exister, voilà. Et c'était une petite image manquante et on l'a comblée avec ça. Pardon, je t'ai pas laissé. Non, mais c'était très bien. Je vais, pour pouvoir laisser la parole à Philippe de Joncker, mais quand même vous te poser, même si on ne se connaissait pas avant, une question sur cet autre film, là dont on ne verra pas d'extrait, Le Soulèvement de l'homme ordinaire, une tentative de résurrection de Thomas Müntzer. Justement sur cette idée de tentative de résurrection. C'est ça... que vous avez envie de faire avec le passé, c'est de la résurrection, pas de l'actualisation, comme on en voit aussi beaucoup pratiquer aujourd'hui dans le théâtre, dans tout ça. Enfin, on est abreuvé de moments où on nous raconte le fascisme. Là, il y a eu des moments où c'était plus la révolution. Maintenant, c'est tout. On est souvent convoqué pour nous dire regardez comment le fascisme est advenu. Là, il y a cette idée de résurrection de la guerre des paysans, de la guerre des pauvres, comme l'appelait Vuillard, qui a essayé aussi, lui, en écrivain, de la restituer. Ça me semble un terme intéressant. Est-ce que c'est vraiment un choix par rapport à actualisation ? Complètement, mais c'est parce que je fais du cinéma et que je pense que le seul médium qui est capable de faire exister les fantômes... Après, c'est un film très benjaminien. Tout à l'heure, tu parlais des tests sur le concept d'histoire. Je pense que là, ça a été mon livre de chevet quand j'ai imaginé ce truc. Enfin, c'est un film bizarre. Vous avez 2 écrans l'un à côté de l'autre. Enfin, c'est un drôle de machin.
Oui, Mais ou parce Thomas que- Müntzer, pour le dire vraiment, un peu une tête de survivaliste. Là, c'est le même acteur. Enfin bon, il y a un truc on parlera de ça dehors plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée très forte que le cinéma a la capacité de faire exister des fantômes et que ces fantômes nous parlent et que je trouve très, très belle et très politiquement active l'idée qu'on puisse reconvoquer une figure précisément en faisant pas croire au spectateur qu'il ressemblait vraiment à ça ou que je sais pas quoi, mais par contre que ce qu'on convoque ou ce qu'on invoque ou ce qu'on évoque, c'est voilà, cette espèce d'ectoplasme composé de rayons lumineux qui sont arrêtés par une toile, et que le temps de la projection, cet être-là, il existe pour de bon. C'est pour ça que c'est juste une tentative, parce que le film est fini et les personnages n'existent plus, mais je crois profondément à cette idée-là, et je pense, je ne suis pas du tout croyant au sens dogmatique, si vous voulez, mais par contre, j'ai une immense confiance et croyance dans le cinéma et dans ces pouvoirs-là, et il me semble que quand un visage ou un corps surgit dans un film, ça a toujours la valeur d'un événement de ce point de vue-là. Et j'ai fini. On va dire sans transition, Philippe de Joncker, parce que je ne vois pas comment la faire moi-même. Mais peut-être que vous avez été inspiré par tout ce qu'ont pu dire les trois invités précédents. Mais sinon, je vous pose la question, avant qu'on voit un extrait, vous aussi, de votre film, à quel moment vous avez fait le choix alors voilà, moi j'ai lu trois livres de vous, j'ai regardé le film. Ce qui m'a marqué, c'est les différences de ton, même si tous partent vraiment de votre vie personnelle. Pourquoi, comment vous avez construit cette œuvre à la fois filmique et écrite à partir de la situation, alors vous appelez ça neurodivergence de votre fils? Déjà, c'est une bonne façon de l'appeler, parce que ça permet d'éviter toute ostracisation. Et en fait, je suis un peu ému parce que, pour rien vous cacher, juste avant de venir ici, j'ai croisé la première institutrice de Nathan, mon fils, qui ne l'a jamais revu depuis. Et on était très émus l'une et l'autre. Et voilà, je suis encore sous le goût de cette émotion, pour rien vous cacher. Donc oui, moi j'étais vraiment du côté, je suis vraiment du côté de l'émotion. Est-ce qu'on peut regarder... Est-ce que le mieux, c'est... dans Oui, ce cas, on regarde d'abord l'extrait, comme ça vous pouvez nous en vais... parler à partir de là. Oui, s'il vous plaît. Voilà. C'est la bande-annonce. On sent votre émotion à partir de l'endroit où vous êtes venu et à la vision de ça. Je vous pose néanmoins des questions sur voilà, à la fois voilà, ces images assez frappantes pour nous que vous mettez au départ, et un titre qui pourrait sembler une sorte de blague. Alors, le titre, j'ai fait comme Clément, j'ai volé ça à quelqu'un d'autre. Donc, je peux m'expliquer tout de suite sur le titre. Donc, vous avez déduit de certaines de ces images que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, il y avait une cafétéria dans laquelle les infirmières psy, avec beaucoup de bienveillance et même une certaine forme de tendresse, collectionnait les commandes décalées de la patientèle, qui était souvent abrutie de toutes sortes de médicaments, et qui finissait
par dire des choses qui n'étaient pas complètement dans le cadre, comme, je dirais, un café à emporter sur place, un lait allongé, un café dans une tasse en l'air pour en verre. Et il y en avait un, c'était un café allongé à dormir debout. Et ça, je l'ai photographié. Je me suis dit, ça pourrait servir plus tard. Voilà. Et c'est devenu le titre du film. Ce qui était un peu une manière pour moi de dire dans le film que je me range du côté de la patientèle et d'un patient en particulier. Voilà. Donc, et vous aviez une... Non, et alors oui, moi, la question forcément qu'on se pose à partir d'images comme ça, j'imagine qui surgissent à partir d'une crise particulière, d'un moment. Pourquoi... Enfin, j'ai deux questions. Une question, pourquoi est-ce que là, vous vous emparez d'une caméra, alors que vous êtes photographe, vous êtes écrivain? Pourquoi vous choisissez de faire un film à un moment particulier sur votre fils? Et la deuxième question, c'est comment, quand on est sur un sujet aussi intimement et même collectivement émouvant, puisqu'on part de ça, comment est-ce qu'on place dans ce cas sa caméra ou son micro pour éviter, comme vous le faites, d'être soit dans le pathos, soit dans en gros la recherche lacrymale, quoi. Ok, donc c'est deux grosses questions. Donc, la première... Et il vous reste quand même 8 minutes, donc ça va. D'accord. Alors, on va essayer en 4 minutes pour la première. Oui, effectivement, au départ, je suis photographe. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas quand on va à la mairie, à l'état civil, et qu'on déclare la naissance de son enfant, c'est qu'avec le même paraphe, 20 ans plus tard, on peut demander son internement. Il n'y a rien qui vous prépare à ça. Vraiment rien. Et donc, après avoir signé ce papier aux urgences de Sainte-Anne, 2 jours plus tard, je devais revoir Nathan à l'hôpital. Et je suis donc rentré dans sa chambre et en général, les premiers jours, la patientèle n'est jamais très brillante. Et quand je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu donc une des images du film, celle où son corps est complètement éclaté sur le lit, enfin claqué. Et pour tout vous dire, j'ai eu le sentiment qu'il était mort. Et je ne savais pas quoi faire de ça, évidemment. Et que, par ailleurs, j'étais responsable de cette mort, puisque c'était moi qui avais signé le fameux papier pour qu'il soit hospitalisé. Et donc j'ai eu peur, en fait. Je peux pas, vraiment très très peur. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et un peu comme on siffle dans le noir pour se rassurer, j'ai fait ce que en bon photographe je fais toujours. J'ai sorti mon appareil photo, mais j'avais pas mon appareil photo ce jour-là. Donc j'ai utilisé un téléphone de poche qui fait aussi en fonction de téléphone, d'appareil photo. Et là. J'avais donc, sur l'écran, j'avais cette image et je me suis dit, non, je ne peux pas faire une photo. Enfin, je veux dire, la photo, c'est quand même un peu la mort. Enfin, je veux dire, j'avais un peu trop lu La Chambre claire jeune et ça m'a beaucoup marqué. Donc, je ne me suis pas senti de faire une photo pour une fois, en fait. Et alors, juste à côté, là, des petites options que j'ai toujours du mal à capter avec mes gros doigts, il y avait l'option vidéo. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Faisons une vidéo. Donc, j'appuie sur vidéo. Et je filme l'immobilité et malgré tout la respiration de Nathan. Et je filme ça pendant une petite minute. Et je suis très embêté parce qu'en bon photographe, je sais quand est-ce qu'on déclenche, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on ne déclenche plus. Enfin vous voyez, donc je finis par m'arrêter quand même. Et puis voilà. En fait, je réalise, tiens, c'est marrant. Alors, le fichier en question, dans le chutier, porte le nom de fichier IMG 001.mov. Donc, c'est la première fois que j'ai filmé, en fait. Et parfaitement inconscient de ce qui allait se passer par la suite. Et je continue de filmer un peu tout ça. Et une amie très proche m'envoie un message et me demande comment ça va, parce qu'elle est au courant de la situation. Et donc, je filme un arbre dans l'hôpital et je lui dis, ça va comme ça, quoi.
elle me dit, oh, mais c'est une belle image. Alors, je dis, oui, c'est pas très rose, mais ok. Et puis du coup, je continue de lui en envoyer, en fait, et parce que c'est aussi un peu notre manière d'échanger. Et puis, au bout du compte, elle est musicienne. Elle me fait remarquer que la bande-son est intéressante, qu'il y a des choses dedans. Et puis, elle m'encourage. En fait, elle m'encourage. Elle me dit, bah non, continue, envoie-moi d'autres images. Et puis, je continue. Et donc, 4 mois plus tard, parce que cette hospitalisation a duré 4 mois, j'avais 9 heures de rush, en fait. Parce que j'ai un peu... Voilà, j'ai beaucoup filmé parce que je photographie beaucoup, c'est un peu ma manière de faire. Donc j'avais un matériau assez conséquent, quoi. Et là, elle me convainc que je devrais essayer d'en faire un film, quoi. Bon, et alors après, est rentré. Là, j'ai mis le doigt dans un engrenage dont je maîtrisais absolument plus. Voilà, et c'est devenu un film que j'ai écrit, dont j'ai imaginé une suite qui se passe, elle, dans les Cévennes, avec un producteur, Guillaume Massard, parfaitement émérite. Et puis, voilà. Et puis, le film a pris une... voilà. Et alors maintenant, donc, il me reste 4 minutes, si j'ai bien compté. Ouais, 3 même. 3. Je vais essayer d'aller vite. Maintenant, sur la question, c'est une question éthique, finalement, que vous posez. Et c'est une question qui n'est pas commode, en fait. Parce que je précise que dans alors, on n'aura pas le temps d'en parler, mais que donc, dans ce récit qui s'appelle Raffut, où là c'est aussi quelque chose de dramatique qui arrive à votre fils, c'est-à-dire une agression, ouais. Mais vous avez un ton beaucoup plus, au fond, vous faites plus, ça devient une rencontre avec l'agresseur quasiment. Oui. Donc on est, enfin, je dirais qu'on est moins sous effet de choc, en tout cas comme regardeur, que dans le premier. Mais c'est deux choses différentes. Enfin, l'événement de Raffut, il est minuscule. Alors, enfin, minuscule, malgré tout, c'est une agression assez violente. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé pour la santé psychique. Donc, du coup, je voulais te répondre sur la question éthique. C'est deux choses assez différentes. Alors, oui, essayez de ne pas me déconcentrer quand j'essaie de répondre à vos questions dans un délai. Voilà. Comment on fait ? Eh bien, en fait... Déjà, je crois qu'on se donne des règles et on commence par dire il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de dire ce dont souffre Nathan. Tu n'as pas le droit de faire les choses sans son consentement. Alors, c'est pas simple d'obtenir le consentement de Nathan, mais j'ai réussi beaucoup mieux que d'obtenir son consentement. J'ai obtenu sa participation active. Et le fait qu'il soit force de proposition, qu'il me propose que nous filmions telle ou telle chose, voilà. Donc ça, c'était plutôt réussi. Et puis en fait, il faut faire son métier. Voilà. Et mon métier, c'est le même depuis que je suis sorti des Arts Déco à la fin des années 80. C'est artiste. Et artiste, c'est une éthique, d'une certaine manière. C'est une certaine morale. En respectant tout ça, en ne mégotant pas sur les moyens non plus. Je veux dire... J'avais cette intuition de débutant, par ailleurs, parce que c'était quand même mon premier film. J'avais cette intuition que la bande-son du film serait capitale. On a massivement investi sur la bande-son. On a fait des tas d'expériences qui ont, pour la plupart, échoué, qui ont coûté très, très cher. Mais malgré tout, à la fin, c'est ce qui finit par faire que le film tienne. Donc il y a comme ça une espèce de cap à tenir. Et puis, il y a les écueils des choses... qu'il vaut mieux s'interdire de faire. Et je pense que ce que ça produit à la fin, et ce qu'on m'a beaucoup finalement répondu au cinéma du réel notamment, puis il y a 2 ou 3 petites projections plus ou moins sauvages de cet été, c'est que c'est un film de droit en fait. Et puis qu'il est très émouvant. Et que c'est un film, alors ça c'est vraiment ce qui m'a complètement échappé, c'est un film sur le regard, en fait, sur le regard que l'on a. Alors moi évidemment, Nathan, je l'aime profondément, donc je le regarde avec les yeux de l'amour, et et du coup ça modifie aussi, parce que je veux dire...
les personnes comme Nathan, on les regarde habituellement pas avec les yeux de l'amour, enfin certainement pas dans cette société française extraordinairement conservatrice et petite bourgeoise. Et donc, voilà, et ce regard que je vous prête, enfin que je prête au public, c'est ce qui permet finalement d'être, oui, ému, peut-être mu, et parfois bouleversé. C'est aussi ça, c'est arrivé un certain nombre de fois, et c'est pas mal quand ça arrive parce qu'on se dit tiens, là on a réussi quelque chose. Merci beaucoup Philippe de Joncker, merci Koubra Rademi, merci Clément Schneider, merci Sophie Vianich, merci aux équipes du Cinéma du Rennes et de la Maison de la Poésie. Bien à vous.